Voilà, bienvenue donc à notre émission. J'ai Roger sur Afrique 2050 Radio. Nous allons avoir notre invité d'ici quelques petites minutes, le docteur Fayad Minono. Le titre de notre émission, c'est donc la Guinée 2025 entre violence d'État, confiscation donc du pouvoir et désespoir populaire. L'objectif donc de cette émission, cher ami, c'est donc de donner la parole à une figure donc de l'opposition guinéenne menacée dans sa sécurité pour dresser un état des lieux et de la situation politique, sécuritaire, sociale et institutionnelle de la Guinée à l'approche d'élections donc présidentielles en 2025. Alors, c'est dans ce contexte que nous recevons donc en exclusivité le docteur Fayamine Mono, qui vit aujourd'hui dans une situation de torpeur, une situation donc de crise, une situation de manque de confiance. Quand je dis de manque de confiance, c'est donc aux institutions donc, du pays pour assurer donc sa protection. Alors, nous allons aller rapidement du côté donc, de Conakry. Docteur Faya Minmono, comment allez-vous? Ça va, Jacques? Comment allez-vous? Et je dis bonsoir à tous les auditeurs, les téléspectateurs de Jacques Roger. Voilà, merci beaucoup, docteur Faya. Comment vous vous portez, docteur Faya? Au-delà, je vais bien, docteur. Je crois qu'on va aller, on va dire réellement ce qui se passe en Guinée. Comment vous vous portez? Comment vous vous sentez exactement? Ben, nous essayons de prendre avec philosophie ce que nous sommes en train de vivre à Conakry. On essaie de, de garder la sérénité, de garder le calme, surtout lorsque nous avons autour de nous des Guinéens, surtout de jeunes gens qui croient à la justesse du combat que nous sommes en train de mener. Quoique nous soyons conscients du danger, eh bien, nous gardons la sérénité et nous rendons grâce à Dieu de nous maintenir en santé. Mhm. Est-ce que vous avez réellement l'impression, docteur Faya, que vos compatriotes comprennent le sacrifice que vous faites et surtout les leaders de politique et de partis politiques font aujourd'hui? Oui, il y a de plus en plus de Guinéens qui comprennent le sens de ce combat. Il ne faut pas que l'on se laisse tromper par l'apparence. L'apparence que crée aujourd'hui le CNRD, c'est de faire croire que désormais, tous les Guinéens sont embarqués dans le bateau CNRD et donc les Guinéens peuvent tourner le dos à toutes les valeurs et à tous les principes pour lesquels le peuple de Guinée a si chèrement payé de la vie de ses enfants, du sang, n'est-ce pas, de ses enfants. Donc, il y a de plus en plus de Guinéens qui comprennent le sens de ce combat. Malgré la corruption généralisée que nous vivons dans le pays, il y a des Guinéens qui le comprennent. Je le sens personnellement à travers des compatriotes qui m'appellent, à travers les compatriotes qui viennent vers moi et qui semblent faire des témoignages qui sont très, très encourageants. Mhm. Alors, on va démarrer donc cette émission très rapidement pour parler donc de sécurité et tout ça, docteur Fayamino. Docteur Fayamino, vous avez récemment donc déclaré avoir été menacé d'enlèvement et de mort. Par qui, selon vous, et pourquoi maintenant? En fait, c'est ce que je cherche à savoir. Ce qui est clair, c'est que les menaces, elles se font à travers des appels téléphoniques. Les menaces, ça se fait à travers les mouvements autour de ma résidence. Les, la menace, elle se montre à travers, n'est-ce pas, des alertes que je reçois des personnes qui sont de sources très crédibles. Et vous le voyez aussi que même sur les réseaux sociaux, il y a des blogueurs qui en font écho. Et dans un contexte, comme vous le savez, où nous avons déjà vécu la disparition forcée de Oumar Silla, de Biloba, depuis plus d'un an, d'un de vos confrères journalistes, Habib Marwan Kamara. Bientôt, ça va faire un an depuis que lui aussi, il a disparu.
hein. On a aussi enregistré la disparition de Sadoussi Magan et on a vécu douloureusement, n'est-ce pas, le kidnapping, les tortures subies par deux acteurs très très bien connus également parce qu'il y a un ancien bâtonnier de l'ordre des avocats, Maître Mohamed Traoré, et puis Abdoul Sako, qui est en train de chercher encore sa santé depuis qu'il a subi, n'est-ce pas, ces sévices-là. Alors, dans un tel contexte, lorsqu'on reçoit des menaces, lorsqu'on vous appelle pour dire vous êtes le prochain, hein, et les gens qui sont les soutiens du CNRD en font écho, même sur les réseaux sociaux, il faut prendre très au sérieux. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. À un moment donné, c'était beaucoup plus entre mon avocat et moi, et pour prendre des dispositions, n'est-ce pas, de faire savoir qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe, mon avocat a soumis, n'est-ce pas, une plainte contre X, comme il apparaît d'ailleurs dans la lettre que j'ai écrite au président Mamadi Doumbouya, hein, pour montrer que depuis le mois de février, cette plainte a été soumise au tribunal de première instance de Mafanko ainsi qu'à la cour d'appel de Conakry. Et depuis lors, nous n'avons eu aucun signe de la part de la justice, ce qui ne tourne pas, hein, parce que on sait les déclarations très laconiques qui ont été faites suite à la disparition de toutes les personnes dont je viens de nommer. Ces menaces, si vous voulez, s'inscrivent-elles dans une dynamique, j'allais dire, plus large de répression contre les opposants, selon vous? Bien entendu, ça s'inscrit dans, dans, dans un sens très, très large parce que aujourd'hui, il n'y a plus aucun doute que le CNRD n'était pas arrivé le 5 septembre avec de bonnes intentions. C'est vrai que le discours qu'ils ont produit en disant aux Guinéens que votre malheur, ce n'est pas tombé du ciel, c'est parce qu'il y a la corruption, il y a les détournements, nous allons attaquer le mal, n'est-ce pas, à son origine. Et aujourd'hui, qu'on constate que le régime du CNRD est écraboussé par plus de scandales, même en moins de 4 ans, que nous n'en avons connu durant les 11 années du professeur Alpha Condé, je me dis, c'était une stratégie savamment orchestrée pour laisser croire, n'est-ce pas, au peuple de Guinée que la fin de son cauchemar s'approchait avec toutes les promesses qui ont été faites. Et on a compris aussi que ça s'inscrivait dans le plan que les leaders politiques qui sont aujourd'hui à l'étranger ou en prison, ce n'est pas nécessairement parce qu'on détient quelque chose de tangible contre eux, n'est-ce pas, que certains sont en train de végéter, n'est-ce pas, dans les prisons de Guinée, et la justice instrumentalisée est en train de prendre son temps. Prenez le cas de l'ancien Premier ministre Kassouri Fofana, par exemple. Hein? C'est le 5e renvoi. C'est le 5e renvoi, n'est-ce pas? Ça, c'est clairement, ça montre que la justice instrumentalisée est en train de prendre son temps. Il ne s'agit pas des gens dont on a véritablement des choses précises à reprocher, mais c'est des gens qu'il faut maintenir dans une situation qui ne leur permette pas, n'est-ce pas, de compétir. Voilà la situation dans laquelle nous sommes en train de vivre aujourd'hui et ce qui nous fait penser que ça s'inscrit dans un cadre général, n'est-ce pas, de violenter quiconque est perçu comme une menace. Du côté donc du gouvernement, le gouvernement minimise un peu vos accusations, hein. Le porte-parole du gouvernement que nous avons reçu pense que vous êtes en train donc de vous donner un peu plus de contenance, un peu de coups de publicité. Alors, que répondez-vous par rapport au porte-parole du gouvernement? Vous savez, quand je me rappelle encore le nombre de fois que j'ai été à la maison centrale pour saluer mon jeune frère Ousmane Gawal Diallo et l'état dans lequel je l'ai trouvé, je crois que quelqu'un aurait pu raisonner de la même façon.
pour dire que ce qu'il vivait là et qu'il dénonçait, c'était de l'exagération. Or, nous autres qui allions vers lui parce que nous croyons en un certain nombre de principes ou de valeurs, nous savions qu'il n'était pas en train d'exagérer. Aujourd'hui, il est le porte-parole du gouvernement. Lorsque deux acteurs, non des moindres, Omar Silla, Fonik Mangue et Bill Loba ont disparu, c'est lui qui a dit que les adultes ont le droit de disparaître. Alors là, je ne l'ai pas reconnu. Je n'ai pas pensé que c'est le monsieur avec qui j'ai commencé le combat politique dans les années 90. C'est pourquoi je dis, il doit faire très attention parce que détenir le pouvoir aujourd'hui, il y a des gens qui hier détenaient aussi le pouvoir. Je me rappelle quand j'ai été envoyé en prison sous Alpha Condé, il y a des acteurs qui, dans les grandes gueules, avaient dit que ma place était en prison. Ceux-là sont aujourd'hui en prison. Donc, il faut qu'on fasse très attention quand on détient le pouvoir, qu'on ne donne pas l'impression que ça ne va plus changer. Le changement, c'est la seule constance qui demeure. C'est la seule voilà, qui demeure. Alors, docteur Faye, avant donc de passer directement à un autre segment concernant un peu la situation dans laquelle vous vivez aujourd'hui, est-ce que vous avez donc alerté l'opinion publique internationale, les ambassades au niveau donc de la Guinée par rapport à cette disparition qui devient de plus en plus, j'allais dire, un peu légion? Clair, nous avons, quand ces menaces-là ont commencé depuis le dernier trimestre de l'année 2024, nous avons été reçus à l'ambassade des États-Unis, nous avons été reçus à l'ambassade de France, nous avons été reçus, n'est-ce pas, à la Commission des droits de l'homme de l'ONU, euh, où beaucoup de questions nous ont été posées, etc., etc. Donc, c'est en ce moment-là que nous avons commencé à alerter, n'est-ce pas, la communauté internationale. Nous avons, à toutes les rencontres que nous avons eues depuis que ces menaces ont commencé, nous n'avons pas manqué d'attirer l'attention, n'est-ce pas, de toutes les autorités étrangères vivant dans notre pays. Hein? Question de dire que oui, les intérêts sont les intérêts que la géopolitique actuelle est ce qu'elle est, mais les droits de l'homme, n'est-ce pas, les libertés ont un sens. Et donc, il fallait, à chaque fois que ces valeurs-là sont menacées, à chaque fois que ces principes sont menacés, il fallait prendre la parole, n'est-ce pas, pour interpeller. Parce que si on se tait, eh bien, nous avons eu suffisamment de preuves maintenant, parce que ce n'est pas comme si on est à une première pour dire que bon, le CNRD va faire ça. Il y a déjà des exemples palpables qu'on peut pointer du doigt pour dire que le CNRD est en train de faire ceci ou est en train de faire cela. Après la disparition de Fonike Mangue, ça fait un an, au moment où les journalistes au niveau international donnent des éléments, des indices montrant qui sont ceux qui ont été des acteurs ayant supervisé l'arrestation et la torture, eh bien, on nous fait passer des messages un peu pour divertir le peuple en disant que Fonike Mangue et puis Biloba ont été retrouvés du côté de la Sierra Leone. Donc, ce n'est pas des choses que les gens sont en train d'imaginer. C'est réel. Ça se vit aujourd'hui dans le pays et les populations en ont peur. Hein? À chaque fois que je prends la parole, c'est des dizaines qui m'appellent pour dire il faut arrêter ces gens-là. Vous voyez comment on s'est débarrassé d'un chef d'état-major en faisant allusion à Sadiba Koulibaly. Vous savez comment on s'est débarrassé de Célestin Bilivogui, un colonel de l'armée. Ah, donc, ils ne sont pas en train de blaguer. Je dis oui, ils ne sont pas en train de blaguer, c'est vrai, mais leur laisser le terrain vide, c'est comme si on cautionnait ce qu'ils sont en train de faire. Il faut avec force et conviction dénoncer ce qui est en train de se faire pour que nous montrions d'abord que nous croyons en ce combat que nous sommes en train de mener avant que autrui ne croie, n'est-ce pas, en la valeur de ce combat-là.
Merci, Dr Fayamin Mono. Parlons donc du processus électoral que certains qualifient de chaotique. Comment jugez-vous donc la transparence et la crédibilité donc du processus électoral en cours? Jacques, quand on parle du processus électoral, quand on parle de démocratie dans notre pays, la Guinée a une histoire. Hein. On se rappelle les débuts du général Lansana Conté, c'est le ministère de l'administration du territoire qui organisait des élections. On est passé à plusieurs reprises à un micron d'un affrontement dans notre pays et donc la paix était clairement menacée. Alors, chacun ayant été conscient de la paix qui était menacée, a fait appel, n'est-ce pas, à son bon sens pour que les Guinéens se mettent autour de la table pour s'entendre sur un certain nombre de choses, parmi lesquelles la mise en place d'un organe indépendant de gestion des élections. Ce n'était pas parfait, mais la CENI, ce n'est pas quelque chose qui est tombé du ciel. Ce n'est pas quelque chose, c'est pas un don hein, que le pouvoir, à un moment donné, a fait. C'est de haute lutte que la CENI a été installée. Vous voyez depuis un certain temps qu'on est en train carrément de tourner le dos à cela. Hein, on crée une direction générale des élections placée, n'est-ce pas, dans le ministère de l'administration de territoire et ceux qui le font c'est pas parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Il suffit de se rappeler de ce que le général Mamadi Doumbouya lui-même a dit de l'administration guinéenne, de sa politisation à outrance, et il avait fait lui-même la promesse que durant ces années du CNRD, il allait se battre pour dépolitiser l'administration de notre pays. Aujourd'hui, avec tous les mouvements que nous avons observés au moment où le CNRD et le gouvernement ont commencé à prendre une distance par rapport aux engagements qu'ils avaient faits, penser qu'on peut confier, n'est-ce pas, la gestion des choses au ministère de l'administration du territoire, que cela peut préserver la paix, je dis, soit on prend des Guinéens pour des gens qui n'ont plus de cerveau, ou simplement on est en train complètement de créer des conditions pour que la Guinée soit en mal avec elle-même. Hein? Depuis qu'on a nommé, on a créé cette direction, la première partie, je crois qu'il y a aujourd'hui un exemple que nous avons sous la main. On ne sait pas dans quelles conditions l'opérateur qui a amené les kits a été choisi. Il n'y a pas eu d'appel d'offres. On a simplement entendu parler du montant qui a été payé pour avoir cette solution informatique avec des machines dont la majorité n'était pas adéquate. Leur distribution, la clé de répartition de ces machines, vous vous rappelez que le BL avait lancé des alertes hein, lorsqu'on a dit voilà ce qui a été fait et c'est dangereux. Aujourd'hui, tous ceux qui ont écouté les chiffres provisoires qui ont été donnés voient clairement que c'est en adéquation avec ce que nous avions fait comme alerte. Et donc, si cela doit continuer, eh bien, nous ne sommes pas en train de créer les conditions d'une élection libre, transparente et crédible. Et donc, c'est quelque chose qui peut être potentiellement très, très dangereux. Il faut que la CEDEAO, il faut que tous ceux qui croient en la paix dans la sous-région, n'est-ce pas, ouest-africaine, prennent les dispositions pour ne pas que un chaos en Guinée, n'est-ce pas, finisse par avoir raison, n'est-ce pas, de la paix dans la sous-région. On sait, la Guinée, ce n'est pas comme la Sierra Leone. La Sierra Leone partage ses frontières avec deux pays, c'est la Guinée et le Libéria. Mais quand il s'agit de la Guinée, il y a au moins 6 pays de l'Afrique de l'Ouest qui ont des frontières avec la Guinée. Il s'agit de la Sierra Leone, du Libéria, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, la Guinée-Bissau. Alors, si les choses capotent du côté de Conakry, du côté de la Guinée, eh bien, avec ce que nous connaissons de sociologie dans la sous-région, c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui pourrait être déstabilisée.
Mhm. Alors, parlons donc du fichier électoral, docteur Fayaminoun. Est-ce que le fichier électoral est-il fiable? Et vous avez parlé de la CENI. Si je comprends bien, la CENI n'est pas neutre, n'est-ce pas? Le fichier, nous n'en avons pas un, parce que ce qu'on nous a présenté, quand on dit que à l'issue de cette opération, il n'y a que 100 et quelques mille Guinéens vivant à l'étranger qui ont été enrôlés. Quand on sait le nombre de Guinéens à l'étranger, la Guinée est le troisième pays dont les ressortissants sont demandeurs d'asile en Europe. Alors, on comprend là que c'est un travail qui a été complètement bafoué. Quand on dit que la région administrative de Cancan est plus, il y a eu plus d'enrôlement dans la région administrative de Cancan que dans la région spéciale de Conakry, Conakry qui n'est plus Conakry d'avant, parce que le Conakry d'avant, ça se limitait à Symphonia, et puis ça se limitait à, j'oublie un peu le nom du quartier. Aujourd'hui, on a coupé une bonne partie de Dubreka pour ajouter sur Conakry. Kagbelin est sur Conakry aujourd'hui. Et Mania et Sanoya sont également une partie intégrante de Conakry. Quand on dit que ce Conakry, dans sa nouvelle configuration, il y a eu moins d'enrôlement qu'à Cancan, ce n'est pas un travail sérieux. Donc, si nous devons nous contenter de ça pour dire qu'on a un fichier électoral, on n'en a pas un. Mhm, mhm, mhm. Alors, malgré tout ça, est-ce qu'il y a-t-il encore donc des conditions minimales réunies pour, disons, une élection libre en 2025? On va commencer aussi par le référendum. Aucune condition n'est réunie parce que pour que une condition soit réunie, c'est d'abord au niveau du fichier. Parce que si le fichier n'inspire aucune confiance, eh bien, c'est déjà un premier faux pas, hein, euh, qui met en cause tout le reste, hein, du processus. C'est aussi le fait qu'il y ait, n'est-ce pas, un organe de gestion des élections qui inspire confiance. Aujourd'hui, quand on dit que le ministère de l'administration du territoire va gérer, n'est-ce pas, le processus en Guinée, en donnant comme exemple qu'au Sénégal, c'est le ministère de l'administration du territoire qui organise les élections, j'ai envie de rappeler ce proverbe dans ma langue qui dit que lorsque une femme demande à être tressée comme sa coépouse, il faut d'abord qu'elle ait les cheveux comme sa coépouse. Si elle n'a pas les cheveux comme sa coépouse, il ne sert à rien de demander, n'est-ce pas, qu'on la tresse comme sa coépouse. Le Sénégal, on a une administration publique professionnelle. On ne devient pas préfet ou gouverneur au Sénégal n'importe comment. En Guinée, on peut vous ramasser parce que vous êtes un cousin, un neveu, etc., etc., pour vous confier ce genre de responsabilité. Ce n'est pas le cas. Ce qui fait que malgré que les élections soient organisées au Sénégal par le ministère de l'administration du territoire, n'est-ce pas, on a vu Abdou Diouf perdre les élections au profit de son opposant. On a vu également Abdoulaye Wade perdre les élections au profit de Macky Sall. Et on a vu le premier ministre de Macky Sall perdre les élections au profit de deux prisonniers qui sont sortis à peine de prison pour réclamer la victoire. Donc, on ne peut pas comparer la situation sénégalaise à la situation guinéenne. Donc, aucune condition aujourd'hui n'est en place pour que des élections crédibles puissent avoir lieu en République de Guinée. Alors, cela va nous amener donc à parler donc du ressentiment général dans la population. En début d'émission, vous en avez déjà parlé, mais je vais vous donner la possibilité d'être beaucoup plus explicite, hein. Les Guinéens souffrent, si vous voulez, dans leur quotidien. Quels chiffres ou faits concrets, j'allais dire, illustrent, j'allais dire, ce malaise profond, docteur Fréa? Le malaise, Jacques, est très, très général. En fait, nous avons affaire à une situation où tout le monde, pris de peur, choisit de se calmer, de ne rien dire. Cela ne veut pas dire qu'on est d'accord avec ce qui est en train de se passer. Lorsque le CNRD organisait les soi-disant
manifestations, les marches pour la paix. On en a connu une à Kankan, on a connu une autre à Bokeh, on a connu une à Kindia et ensuite à Mamou. Alors, il suffit de revenir à ces marches, n'est-ce pas, pour la paix, pour comprendre que c'est une grande minorité, en fait, qui s'agite. Si on a eu besoin de bloquer toute circulation entre Conakry et Bokeh pour permettre à l'administration publique qui est à Conakry de se déplacer à Bokeh, c'est parce qu'il n'y avait pas de gens de Bokeh dans le jeu. On a fait la même chose du côté de Kindia. Il a fallu que le directeur national de la sécurité routière sorte un communiqué demandant aux autres usagers, n'est-ce pas, de ce tronçon, de ne pas l'emprunter, cela pour permettre à l'administration publique de Conakry de se vider pour aller à Kindia, ensuite à Mamou. C'est une minorité, une grande minorité. Mais on donne l'impression, on est en train de créer l'illusion. La grande majorité, Jacques, si elle est calme, c'est parce qu'elle a peur. Ensuite, elle souffre. Hein, vous avez suivi les communications du Premier ministre à un moment donné qui a dit, eh bien, nous avons un manque de liquidité. Donc, je disais que la population dans son ensemble souffre véritablement. Si vous avez aujourd'hui un sou dans une banque de Guinée, vous allez, quels que soient vos besoins, vous ne pouvez pas prendre plus de 5 millions de francs guinéens. 5 millions de francs guinéens, pour vous donner une idée de ce que ça signifie, c'est 500 dollars. Wow. C'est 500 dollars américains. Alors, ça, c'est selon la communication officielle du Premier ministre. C'est aussi chose, quand de l'autre côté, on a suivi le gouverneur, on ne sait pas ce que le gouverneur, lui, il appelle, non, c'est un manque de billets de banque. Hein? L'un parle de manque de liquidité, l'autre dit non, ce n'est pas un manque de liquidité, on a simplement les billets de banque qui manquent, on en a commandé, donc ça va venir très bientôt. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire appel à la planche à billets et qui peut donc précipiter la chute, n'est-ce pas, de la valeur marchande de ces billets que les Guinéens ont en main? Voilà autant de situations dans lesquelles la population guinéenne baigne actuellement. Et donc, le flou, ça, on le sait, vous venez de le dire, on nous promet le référendum, les élections, jusque-là, on ne sait pas quand ça va se tenir, on nous dit simplement en décembre, mais ce n'est pas la première fois qu'on a parlé du mois de décembre pour avoir des élections. En 2024 aussi, on nous avait promis des élections en décembre 2024. Je crois que c'est pas, je vais vous permettre certainement donc de confirmer, hein, d'infirmer et de confirmer l'information que vous venez de donner concernant la conversion donc, du franc guinéen. Tout à l'heure, vous avez dit 5 millions de francs guinéens équivaut à 500 dollars ou bien 50 dollars. C'est 500 dollars, je suppose. C'est 500 dollars parce que le 100 dollars en Guinée, c'est autour de 901, 930 par moment. Ça monte, ça descend. Donc, on peut arrondir, n'est-ce pas, à 1 million de francs guinéens les 100 dollars. Et donc, 500 choses. Quand vous ne pouvez sortir qu'avec 5 millions de francs guinéens, ça correspond à 500 dollars et quelques poussières. Alors, parmi tout ça, est-ce que le peuple a-t-il encore confiance dans les institutions, Dr Fayard? La confiance, elle manque. On n'a pas de baromètre en Guinée. C'est pas comme dans un pays comme les États-Unis ou la France où parfois les sondages nous disent ce que pensent les gens. Chez nous, c'est quand vous échangez avec les gens, quand vous rencontrez les gens d'origine socio-professionnelle différente et vous échangez avec eux, que vous comprenez le niveau de déception de la population. On n'a pas de chiffres précis, mais il y a un grand nombre de Guinéens qui ne croient plus en ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Qu'on le veuille ou non, si nous devons utiliser les partis politiques comme indicateurs, n'est-ce pas, pour dire les Guinéens sont
dans le jeu ou ne sont pas dans le jeu. Vous avez suivi il n'y a pas longtemps les forces vives de Guinée qui comprennent l'UFDG, l'UFR, le RPG, etc., etc., rejeter hein, le projet de constitution qui est actuellement en train d'être vulgarisé. Ça veut dire que ceux des Guinéens qui croient encore en ce que le CNRD est en train de faire, c'est un nombre très réduit. Merci beaucoup, docteur Faya Minimono. Alors, la dernière question par rapport à ce chapitre, quel est donc l'état d'esprit de la jeunesse face donc à la crise politique et sociale actuelle? Je pense que vous les fréquentez, vous les pratiquez. Vous savez, il y a une chose qui peut permettre de savoir ce que la jeunesse pense. Vous savez que nous avons le plus grand nombre de candidats à l'immigration, notre pays. Ça n'a pas changé, malgré le risque. Alors, on aurait considéré que la jeunesse commence à se retrouver dans la gouvernance à Conakry si ces chiffres-là, n'est-ce pas, quelque chose avait changé. Mais vous allez sur n'importe quel chemin qui est emprunté, soit pour aller en Europe ou en Amérique, eh bien, nous avons encore parmi la jeunesse guinéenne beaucoup qui choisissent, n'est-ce pas, de risquer la vie pour se retrouver ailleurs. Parce que simplement, ils ne voient pas d'opportunité pointée à l'horizon du côté guinéen. Ceux qui sont venus même d'Europe, espérant que, comme on a voulu donner le pouvoir à la jeunesse, il y a beaucoup qui sont désillusionnés et qui sont en train de reprendre le chemin, n'est-ce pas, de retourner. Les jeunes, en grande majorité, n'est-ce pas, ne croient plus à ce qui est en train de se passer. Alors, d'aucuns parlent de confiscation donc de pouvoir. Alors, la question que je vais vous poser, accusez-vous le pouvoir donc, de confisquer donc, la transition au profit d'un clan ou d'un homme? Claire, Jacques, c'est-à-dire que lorsque le CNRD est arrivé, on a écouté tous hein, le général à l'époque colonel, il a dit des choses dans un langage plutôt clair hein, quand il a dit nous avons des choses à faire, des réformes à faire. Nous allons refonder hein, la Guinée et aucun membre de CNRD, aucun membre du gouvernement, ni aucun membre du CNT ne sera candidat aux élections mettant fin à la période transitoire. Ça a été dit, ça a été répété. Si aujourd'hui tout le gouvernement, avec à sa tête le Premier ministre, parce que même le Premier ministre a dit, si Mamadi Doumbouya est candidat, en tout cas son parti le soutient. Donc ça veut dire que tous les membres du gouvernement sont aujourd'hui des directeurs, n'est-ce pas, des directeurs de campagne pour le général Mamadi Doumbouya. Et Mamadi Doumbouya, c'est lui qui a nommé les gouverneurs, c'est lui qui a nommé les préfets, c'est son ministre qui a nommé les sous-préfets, c'est son ministre qui a nommé toutes les délégations spéciales, c'est-à-dire il n'y a pas de conseils municipaux sur l'étendue du territoire, c'est des délégations spéciales qui sont nommées. Donc, ceux-là, quoi qu'ils soient numériquement peu nombreux, si c'est eux, à travers le ministère de l'administration du territoire, qui contrôlent le processus électoral, eh bien, il est clair que c'est une confiscation hein, de pouvoir. On a été témoin par le passé de ce qui se passe en Guinée en pareille circonstance. Des gens zélés qui ont été nommés pas par mérite, mais parce que simplement ils sont en mission. Je me rappelle du premier référendum qu'on a connu sous le général Lansana Conté, vers chez moi, à Kissidougou, n'est-ce pas, il y avait un préfet qui s'appelait Fassa Diallo. Alors, on a donné le résultat du référendum à Kissidougou. Il était presque 19 heures. Au moment où les gens qui quittaient les sous-préfectures pour venir au centre s'apprêtaient à venir au centre pour une compilation parce que le téléphone n'était pas aussi développé que maintenant. Alors ceux-là, en route, ont entendu que Kissidougou avait voté à 98% oui
Eh bien, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on va maintenant faire à Kissidougou? Puisque le résultat de Kissidougou est connu, ce que nous avons amène n'a plus de sens. Donc, c'est avec zèle, de cette façon-là, qu'on pense que les élections vont être organisées et que cela va construire la paix. Je crois qu'on est en train de se mentir. Mhm, 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 mhm. Alors, aujourd'hui, le colonel Doumbia, héros donc, du changement en 2021, est-il aujourd'hui perçu comme un obstacle à l'alternance selon vous? Claire, en fait, jusque-là, quand je me rappelle de ses discours à son arrivée, je dois dire que toute la classe politique, hein, pour ne pas dire tout le monde, il y avait quand même près de 90% des Guinéens qui avaient salué la venue du CNRD. Tellement le discours qui avait été tenu, les engagements qui avaient été pris par le colonel à l'époque, Mamadi Doumbouya, hein, ne laissait aucun doute quant à la possibilité que la Guinée pouvait démarrer différemment. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Premier changement très notable, n'est-ce pas? Si au début, on voyait souvent Mamadi Doumbouya en treillis de l'armée, on a troqué ça avec les grands boubous. Parfois, c'est le Kola de l'espace Kissi qu'on voit. Parfois, c'est le Lépi du Fouta ou alors c'est le Bazin qu'aiment nos compatriotes de la Haute-Guinée ou le Kendili, n'est-ce pas, de la Basse-Côte. Ça, c'est quelque chose de notable, hein, parce que c'est de la communication. Hein. On est en train de passer de la tenue militaire à simplement un grand boubou pour assumer le pouvoir. On est clairement aujourd'hui dans une situation où le CNRD, avec à sa tête le président Mamadi Doumbouya, sont devenus des obstacles, n'est-ce pas, à l'avancée de la démocratie dans notre pays. Mhm, mhm. Alors, le dialogue politique a-t-il été vidé de son sens, selon vous? Est-ce qu'il y a un dialogue politique en ce moment même d'ailleurs? Aucun. Là, c'est là vraiment que nous avons encore plus de déception. Vous savez, cette période transitoire a commencé avec un Premier ministre qui est un diplomate bien connu, qui a fait beaucoup de temps à l'étranger et qui peut-être ne maîtrisait pas les choses internes à la Guinée. Je veux parler de Mohamed Beyavogui. Alors, quand il a compris que cette affaire-là, ça n'allait pas aboutir comme il pensait, ah ben, il a essayé de se retirer diplomatiquement. Hein. Comme c'est un bon diplomate, il a donc fait en sorte qu'il sorte de la Guinée à la douce et désormais, il n'est plus dans ce casse-tête. Est venu un jeune homme d'affaires très bouillant, mais qui avait donné, renforcé l'espoir qui était né. Hein, parce qu'on se rappelle, lorsque Goumou est arrivé Premier ministre, il a fait le tour de tous les quartiers généraux des partis politiques pour inviter chacun à être autour de la table. Il a choisi des facilitatrices, hein, 3 dames très respectées hein, dans notre pays. On a vu que les Guinéens se parlaient, même si tout n'était pas rose, il y avait quand même cette possibilité qui était offerte que les Guinéens se parlent. Alors, à un moment donné, à midi, hein, le gouvernement de ce jeune homme d'affaires est dissous. Eh bien, on voit un homme politique qui a des dizaines d'années, c'est-à-dire si on pouvait parler d'opposant historique, c'est-à-dire celui qui a pris la place d'Alpha Condé, c'était bien Baoul. Moi, je l'ai connu dans les années 90, il était déjà le numéro 2 du professeur So dans l'UFD. Alors, de l'UFD, il n'a ajouté que le G à l'UFD pour avoir l'UFDG. Alors, quand lui, il est arrivé à la tête de la primature, on avait espéré que les relations avec la classe politique, avec la société civile, allaient drastiquement s'améliorer. Au moment où les gens commençaient à douter, son arrivée
était beaucoup attendu que ça allait encore redonner de l'espoir. Mais c'est lorsque nous avons constaté que la descente aux enfers a commencé effectivement avec l'arrivée de Bahouri. Parce que si on peut tirer aujourd'hui un bilan de la primature de Bahouri, eh bien, on retiendra que c'est sous sa primature que les disparitions forcées sont devenues, n'est-ce pas, une réalité dans notre pays. C'est sous la primature de Bahouri que, n'est-ce pas, les médias, on s'était tellement battu pour la liberté de la presse dans notre pays. Lassana Conté, c'était un soldat, c'était un militaire, mais on se rappelle un peu comment il a été le père de la libéralisation des ondes en Guinée. Alors aujourd'hui, c'est sous la primature de Bahouri que les médias privés les plus écoutés ont été purement et simplement dissous. C'est aussi sous la primature de Bahouri que les partis politiques ont été dissous, sans aucun processus clair. On est venu nous dire que bon, il faut évaluer. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de zones d'ombre parce qu'en Guinée, on vendait les partis politiques comme on vend certains articles sur un marché aux puces. Alors, mais voir que ce qu'on peut considérer de réels partis politiques aujourd'hui sont en observation ou sont carrément suspendus, c'est encore sous le Premier ministre Bahouri. Alors, c'est aussi sous le Premier ministre Bahouri qui est, je crois, un économiste. Je l'ai connu, il travaillait à la Bissigui à l'époque. C'est sous sa primature que nous manquons de billets de banque. C'est sous sa primature que tous les cauchemars sur le plan économique, sur le plan social, etc., etc. Et ça, sans aucune perspective de dialogue. Sans aucune perspective de dialogue. Quand j'ai suivi Bahouri dire, si vous ne changez pas, vous allez disparaître par votre propre faute. Autrement dit, si vous ne vous taisez pas, si vous n'embarquez pas dans le bateau du CNRD, vous allez disparaître et votre disparition, c'est vous qui serez, n'est-ce pas, responsable de votre disparition. Quand il a tenu ce discours-là, j'ai dit, il n'y a plus rien qu'on peut attendre de Bahouri. Est-ce que ce n'est pas quand même un message pour dire qu'il est dans une situation peut-être qu'il n'aime pas bien, mais il est obligé de composer avec cette situation, mais il a l'aide d'opposition. Est-ce que ce n'est pas un message aussi? Non, Jacques, vous savez, on aime souvent donner le bénéfice du doute aux acteurs politiques. Quand ils arrivent aux affaires, on se rappelle lorsque Monomo est arrivé Premier ministre, accueilli en héros. C'était le Premier ministre Lassana Kouyaté. Alors, comment les relations ont évolué avec le général Lassana Conté jusqu'à ce qu'il a été enlevé et personne n'a plus rien dit? Les gens ont dit, écoutez, c'est dit qu'il n'y a pas de situation dans laquelle un homme qui n'est pas des moindres, ce n'est pas quand même n'importe qui. Il s'agit de Bahouri. On ne peut pas dire qu'il n'a pas le choix. Il a le choix. S'il accepte de continuer à être appelé Premier ministre, il continue à dire aux gens, eh bien, si vous ne faites pas ça, vous allez disparaître et ça sera votre faute, c'est qu'il ne subit pas. Il est un acteur, n'est-ce pas, qui participe à la conception, à l'élaboration de ce que nous sommes en train aujourd'hui de vivre. Demain, on ne va pas me dire que non, Bahouri n'était pas responsable. Non. D'accord. Alors, je ne comprends pas. Alors, nous sommes pratiquement, on va aller rapidement. Alors, on parle maintenant de l'emprisonnement et puis élargissement donc ciblé. Des opposants, vous en avez parlé en début de mission, sont emprisonnés, d'autres relâchés sous condition. À quoi obéissent, si vous voulez, ces pratiques selon vous? Et surtout, le cas que vous avez mentionné, le cas emblématique de l'ancien Premier ministre Kassouri Fofana. Comment vous voyez un peu tout ça, docteur Fayard? Dans la stratégie de confiscation du pouvoir, tous ceux, même ceux dont
ce qui leur était reproché était plus ou moins vraisemblable, s'ils ont promis qu'ils peuvent se mettre à leur disposition pour confisquer le pouvoir, ils ont été libérés. Alors, tous ceux en qui on a vu l'intention de compétir, eh bien, il suffit que vous ayez occupé une parcelle de responsabilité, vous êtes déjà condamné. Hein, c'est le cas de mon frère Kassouri Fofana, c'est le cas de Damaro, c'est le cas de M. Diané et tant d'autres. Et celui qui est encore plus désolant, c'est le cas de mon jeune frère Aliouba. Quel est le crime commis par Aliouba pour mériter d'être aujourd'hui à la maison centrale? Le crime. On dit que si vraiment les gens devaient être en prison parce qu'ils ont insulté le président, il y a tellement de blogueurs qui sont aujourd'hui dans l'entourage immédiat du général Mamadi Doumbouya qui devait déjà faire plus d'années de prison que le jeune politicien qui se battait pour les valeurs, qui se battait pour les principes. Aujourd'hui, en fait, on mérite la prison parce que simplement, vous avez l'ambition de mener un combat noble. Vous avez l'ambition et la capacité de briguer la magistrature suprême. Ceci est perçu comme une menace parce qu'on veut simplement que ça soit un plébiscite du général Mamadi Doumbouya. S'il y a des élections, même dans l'hypothèse, parce que ce n'est pas principe que nous n'acceptons pas que Mamadi Doumbouya soit candidat. Pourquoi? Parce que si Mamadi Doumbouya est autorisé à être candidat, on aura constitutionnalisé, n'est-ce pas, la violation du serment dans notre pays. Alpha Condé a juré 2 fois sur la Constitution et il a contourné cela en nous présentant une nouvelle Constitution qui a été votée et qu'il a modifiée plus de 30 fois. Alors, si cela doit se répéter avec le général Mamadi Doumbouya, le serment n'a plus de sens en Guinée. Alors, quelle est donc la situation des détenus politiques aujourd'hui, docteur? Vous avez eu la possibilité de les visiter un peu ou bien eu des échos? Ceux qui sont en prison, oui. En fait, lorsque vous êtes vous-même dans une situation où vous êtes menacé, eh bien, il faut plutôt être à des endroits où vous pouvez encore échapper. Mais si vous êtes menacé et vous vous rendez en prison, eh bien, vous pouvez y rester. Vous pouvez y rester. Voilà. Nous amener à parler En de tout cas, je compatis, hein, je compatis à la douleur de tous ses frères, particulièrement mon jeune frère Aliouba. J'ai été au siège du Parti Modèle pour lui témoigner, n'est-ce pas, toute ma solidarité. Mais il y a aujourd'hui, par prudence, hein, parce que quand on sait la façon dont on a traité, on a traité Traoré, hein, Mohamed, la façon dont on a traité Abdoul Sako, eh bien, il faut être prudent. Il faut être prudent. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que je prends très, très, très au sérieux l'engagement actuel des militants du parti qui, dès 20 heures, sont chez moi et prennent le thé jusqu'à 6 heures, 7 heures du matin. Alors, docteur, ça va nous amener donc à parler donc de la nouvelle constitution. La nouvelle constitution qui, je pense, que sera, ou bien qui est déjà disponible, qui doit être soumise donc à référendum d'ici peu. Je ne sais pas si vous avez déjà la date. Quel est votre regard sur cette initiative? Vous savez, Jacques, à travers toutes mes interventions, je suis intervenu tellement de fois sur Jacques Roger que vous connaissez à peu près en termes de doctrine, en termes de vision, vous connaissez un peu à quoi s'attendait le bloc libéral de cette constitution. Quand nous avons été, n'est-ce pas, au débat d'orientation constitutionnelle, l'un des conseils qu'on avait donné aux conseillers, c'est de dire, si vous voulez créer des institutions, eh bien, ayez en tête celui qui va payer la note. Celui qui va payer la note, c'est le Guinéen.
Et ce Guinéen-là, il tire le diable par la queue. On a donc dit, ce n'est pas la grandeur du gouvernement qui va apporter le bonheur à notre pays. C'est l'efficacité, la compétence, l'intégrité des hommes et des femmes qui seront appelés à animer, n'est-ce pas, l'action gouvernementale. Alors, quand on a vu que on avait une seule chambre avant, on n'a pas pu doter cette seule chambre de moyens permettant à une législature de fonctionner correctement. Un indice, Jacques. C'est en Guinée où vous pouvez commencer une législature jusqu'à sa clôture. Vous n'avez pas une seule proposition de loi qui devient loi. Tout est projet de loi venant du gouvernement. Pourquoi? Parce qu'aucun député n'est dans le minimum de conditions pour pouvoir réfléchir et bâtir quelque chose. Non. Alors, dans ma langue, on appelle ça tamendo. Tamendo, c'est un masque. Hein? C'est un masque de la forêt sacrée sur les Kissi. Tamendo, on dit de lui qu'il a été à la recherche du bois. Quand il a attaché un fagot, il a tenté de prendre le fagot pour mettre sur sa tête. Quand il n'a pas pu, il est allé augmenter. C'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire, on n'a pas été capable de financer une seule chambre, et bien on en crée deux. On nous amène le Sénat. Ce Sénat-là, il y a d'autres pays de la sous-région qui l'avaient, mais qui se sont rendus compte que ça n'avait pas de sens. Le Sénégal est revenu là-dessus. Alors, il y a aussi un autre esprit qui apparaît dans ce texte qu'on appelle projet de nouvelle constitution. Le fait de penser que plus quelqu'un dure au pouvoir, eh bien, plus le peuple peut être heureux et surtout, ça va créer la stabilité. On oublie que la Guinée, en 50 ans, n'a connu que deux présidents. Le premier est resté pendant 26 ans. Une semaine après son enterrement, il y a eu coup d'État. Le système a dégringolé. Le deuxième, après 24 ans, le jour qu'on a annoncé sa mort, ce jour même, il y a eu coup d'État. Donc, ça veut dire que ce n'est pas parce que quelqu'un est resté très longtemps au pouvoir qu'on peut avoir la stabilité, qu'on peut avoir le bien-être de la population. Alors, il y a d'autres aspects hein, que nous dénonçons également. Vous avez vu, comment on appelle ça, les institutions républicaines. On en a créé beaucoup, n'est-ce pas? Comme d'ailleurs, on est en train de multiplier le gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, en Guinée, et très bientôt, il n'y aura plus un ministre chargé de la jeunesse et du sport. Il y aura un ministre pour la jeunesse, un ministre pour le sport. Et un ministre pour l'agriculture, un autre pour l'élevage. Mais Jacques, posons-nous vraiment la question. Nous avons eu le ministère de la Culture pendant les 66 ans de notre indépendance. Mais il n'y a pas un seul palais de la culture sur toute l'étendue du territoire national. La seule salle de spectacle en République de Guinée, c'est la salle des congrès du Palais du Peuple qui à peine peut recevoir 5000 personnes. Ça, c'est en 66 ans. En 66 ans, on a eu, n'est-ce pas, des ministres des sports. Mais nos enfants, eux, ils jouent dans la rue. Il n'y a pas de terrain pour eux. Hein? Lorsque vous conduisez à Conakry, Jacques, la première chose dont vous devez prêter attention, c'est les enfants parce qu'ils jouent. Ils n'ont pas un autre endroit où jouer. Alors, est-ce que vraiment le nombre de ministres détermine le bonheur du peuple de Guinée? Je ne crois pas. Et donc, qu'est-ce qu'on en a fait? On a multiplié des institutions. Il y a tellement de cours qu'on a sorti, la Cour constitutionnelle, la Cour des comptes, la Cour suprême, etc., etc. Alors qu'une seule Cour suprême avec des chambres à l'intérieur, chambre économique, chambre administrative et autres, aurait été complètement suffisante. Donc, il y a tellement de choses que nous trouvons inutiles dans ce texte que la seule chose qui fait sa nouveauté, c'est qu'on l'appelle nouvelle constitution.
On l'appelle nouvelle constitution. Et d'ailleurs, ils sont en train de vouloir nous dire qu'à travers la nouvelle constitution, désormais, on va consacrer la gratuité de l'éducation. Dans la première constitution de la République de Guinée, il y avait aussi la gratuité, n'est-ce pas, de l'éducation. Mais Jacques, si vous venez à Conakry, là où je me trouve, eh bien, s'il n'y avait pas l'école privée qui n'est pas subventionnée, ce n'est pas comme en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, l'école privée est subventionnée. Au Sénégal, l'école privée est subventionnée. Parce que selon les statistiques que j'ai obtenues de mes recherches, près de 73% du financement de l'école privée au Sénégal, ça vient des subventions. En Guinée, il n'y a pas de subvention pour les écoles privées. Alors, à Conakry, s'il n'y avait pas les écoles privées, 3 enfants sur 5 n'auraient pas où aller à l'école. Donc, on est en train de... Quand ils ont commencé même leur confiscation de pouvoir, ils ont dit, ah, vous savez, il faut qu'on soutienne le général Mamadi Doumbouya parce que ce sont des généraux qui développent leur pays. Ils ont pris l'exemple sur Charles de Gaulle, on a pris l'exemple sur d'autres généraux. J'ai dit, mais n'allez pas loin, on a eu un général aussi, Lansana Conté, il est resté 24 ans. Donc, ça ne trompe plus personne. Dans ces conditions, docteur Faya, est-ce que vous redoutez-vous hein, que cette nouvelle constitution, proposition de nouvelle constitution, serve à faire basculer donc, la transition militaire vers une présidence civile du général Mamadi Doumbia? En fait, on aurait fait l'économie de nos sous qui n'existent pas, simplement en réhabilitant une constitution qui a été de l'histoire de notre pays la plus consensuelle, qui n'a pas été votée par référendum, c'était la constitution de 2010. C'est pourquoi d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, il y a un front national pour la défense de la constitution. De quelle constitution il s'agit? C'est de la constitution de 2010. Elle a été la plus consensuelle et celle pour laquelle beaucoup de Guinéens sont en train aujourd'hui de disparaître parce qu'ils défendent cette constitution. Donc, on avait prévu ça pour jouer le même jeu que le président Alpha Condé a joué, c'est-à-dire que pour contourner les intangibilités, il faut proposer une nouvelle constitution. Voilà, sinon, parmi les intangibilités actuelles, la charte contient des intangibilités qui ne font pas dormir le général, parce que c'est clairement dit dans les dispositions de la charte que ni lui, ni les membres de son CNRD, de son gouvernement et de son CNT ne devaient être candidats. Alors, on aurait pu reprendre ça dans les dispositions transitoires de la nouvelle constitution, mais non. Mais non. Et donc, on veut, par un jeu de cache-cache, nous banaliser le serment dans notre pays, constitutionnaliser le parjure dans notre pays. Nous n'accepterons pas ça. Alors, quelle garantie exigez-vous encore pour une constitution, j'allais dire, réelle et inclusive, et j'allais dire démocratique? Je crois qu'on avait encore espéré, hein, jusqu'au moment où on n'a pas soumis le texte pour dire c'est devenu un projet de constitution. Il vous souviendra, le jour même qu'ils ont fait le dépôt de la copie au général Mamadi Doumbouya, il y a eu une session extraordinaire du CNT. C'était pour revenir sur quoi? Parce que ce projet-là avait, entre autres dispositions, une disposition qui avait carrément consacré la possibilité d'une présidence à vie. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de limite de mandat. C'était simplement écrit mandat de 7 ans renouvelable. C'était ça. Alors, on a dénoncé ça. C'est la veille du dépôt qu'on a convoqué les conseillers du CNT pour revenir sur cette disposition-là. Parce que beaucoup de personnes avaient déjà commencé à en parler. Et puis, donc, on est revenu là-dessus, mais avec un langage suffisamment flou hein, que si
Mamadi Doumbouya réussissait à confisquer le pouvoir, eh bien, ça ne lui prendra pas beaucoup de réflexion pour savoir comment contourner tout ça et puis se doter d'une autre constitution pour arriver à se maintenir. Mhm. Merci beaucoup, docteur Fayamine Mono. Je crois que je vais vous poser deux petites questions d'actualité et puis avoir votre mot de fin. Alors, on va parler de partis politiques. Quel rôle pour les partis politiques aujourd'hui en Guinée? Sont-ils muselés ou encore capables de mobiliser, docteur Fayam? Les partis politiques sont capables de mobiliser. Le problème, c'est que la violence qui s'abat sur le peuple de Guinée fait que beaucoup ont peur, même de prendre la parole. Même prendre simplement la parole. Beaucoup ont peur aujourd'hui. Je ne peux pas vous dire combien de compatriotes, même vivant aux États-Unis, qui m'ont appelé pour me conseiller de quitter complètement la Guinée. C'est cette peur-là qui donne l'impression que la Guinée est devenue soudain paisible. Mais la paix, ce n'est pas l'absence de conflit. Ce n'est pas ça la paix. Ce n'est pas l'absence de conflit. C'est l'existence d'une justice. Mhm. Est-ce est Or, qu'on peut elle dire n'existe pas. autocratie, docteur Fayam? Pardon? Est-ce qu'on peut dire que nous sommes dans une autocratie en ce moment? Clairement. En tout cas, on n'est pas dans une démocratie. Mhm. On n'est pas dans une démocratie. Donc, cette accalmie-là, le fait que, bon, on n'entend pas trop de bruit, ouais, on dit souvent que l'argent n'aime pas le bruit, mais si on n'entend pas de bruit en Guinée, c'est vraiment parce que les gens ont peur de faire le bruit. Parce que si vous disparaissez, vous êtes disparu. Voilà. Mhm, 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 mhm. Alors, comment donc voyez-vous l'élection présidentielle en 2025 ou bien les référendums? Espoir ou illusion? Il y a pas d'espoir, mais ça peut renaître. Mhm, Ça peut renaître. Pourquoi? Parce que je crois que euh, la classe politique guinéenne euh, euh, n'a pas, n'a pas raison d'abandonner, n'est-ce pas, le combat. On n'aura pas raison. Le risque est là. On sait la menace et tout ça. Mais je crois que c'est dans des situations très, très, très difficiles que parfois on peut faire des choses qui comptent. Alors, aujourd'hui, avec des échanges que personnellement je suis en train d'avoir avec les acteurs politiques, ceux qui sont en exil, ceux qui sont à Conakry, de plus en plus, il y a la prise de conscience que l'on doit se mettre ensemble. Donc, il y a des choses qui sont en train de se préparer et que vous allez entendre parler très bientôt. Je ne vais pas anticiper parce que je n'en ai pas l'autorisation, mais je peux vous dire, il y a des Guinéens à l'intérieur comme à l'extérieur qui sont déjà très avancés dans la préparation d'une unité d'action, n'est-ce pas, de la classe politique et la société civile pour, n'est-ce pas, essayer le tout pour le tout et empêcher la confiscation du pouvoir. mhm, mhm. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Docteur Fayamine Mono, quel est votre message à la jeunesse guinéenne et aussi que dites-vous hein, à la diaspora guinéenne souvent plus libre de parole? D'abord, je vais commencer par la diaspora parce que je la connais. J'en fais partie. Tous les ans, je vais faire quand même un mois ou parfois deux à l'extérieur. Il ne faut pas qu'on baisse les bras. Là-bas, vous n'avez pas le risque d'être, vous ne courez pas le risque d'être kidnappé. Là-bas, vous ne courez pas le risque d'être torturé et jeté. Donc, comme cela se faisait par le passé, Jacques, on s'est rencontrés pour la première fois, c'était dans les manifestations hein, des communautés guinéennes, c'était à Washington. Donc, je crois qu'il faut continuer à le faire. Ça donnera beaucoup d'espoir, beaucoup de courage aux Guinéens qui sont à l'intérieur, qui sont bâillonnés actuellement. Il faut que dans les capitales comme Washington, comme Paris, comme Bruxelles, comme New York, etc., etc.,
il faut que les Guinéens se fassent entendre pour interpeller, n'est-ce pas, la communauté internationale à ne pas tourner le dos à la Guinée. Ça, c'est le message que je vais donner parce que tous les Guinéens, on sait que certains sont pro-CNRD, etc., mais le mépris avec lequel on a traité tout le monde a montré que, en fait, il s'en fout de vous, les Guinéens qui vous trouvez, n'est-ce pas, ailleurs. Parce que beaucoup de Guinéens qui se sont retrouvés ailleurs, ce n'est pas de gaieté de cœur. C'est parce que quelque part, il a manqué d'opportunités ou ils étaient menacés. Au fil de l'histoire, c'est ce qui s'est passé. La première vague, c'était sous le pouvoir du président Ahmed Sékou Touré que nous avons connu, n'est-ce pas, les premiers qui ont quitté le pays, soit pour la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Europe, etc., etc. C'est les mêmes raisons qui continuent encore à mettre les Guinéens en dehors du pays. À la jeunesse, je dis ceci. La Guinée est à la croisée des chemins. Lorsque vous regardez les pays qui nous environnent, les jeunesses sont en train, n'est-ce pas, de se comporter différemment. Différemment. Et donc, il faut que nous comprenions que accepter que ce qui est en train de nous être vendu aujourd'hui, n'est-ce pas, s'implante, on ne pourra pas, ça veut dire qu'on va battre un autre record. Aujourd'hui, on est le 3e pays dont les populations demandent asile politique. Mais on pourrait devenir le numéro 1 si cela devait se confirmer. On pourrait devenir le numéro 1. Donc, c'est comme un peu une classe. Moi, je suis enseignant. Quand un enseignant décide de distribuer des notes comme des bonbons, c'est qu'il trompe ses élèves. Aujourd'hui, quand le CNRD utilise les billets de banque pour attirer les jeunes, les manipuler, cela doit mettre la piste à l'oreille de la jeunesse qu'il n'y a pas d'avenir en pareille circonstance. Hein? Il faut que les jeunes le comprennent. Aujourd'hui, on leur vend la grosse idée de Simandou 2040. Et donc, certains ont même commencé à défaire la ceinture pour libérer l'estomac parce qu'il y aura tellement à manger. Mais non, Jacques, parce qu'il suffit de lire un peu notre histoire pour comprendre que la Guinée, CBG, la Guinée a 49% dans CBG. La Guinée a la propriété pleine et entière sur toutes les infrastructures qu'utilise CBG. Mais en 50 et quelques années, CBG n'a pas encore permis à la Guinée de développer Bokeh Centre. Je dis bien Bokeh, même pas Bokeh Préfecture, Bokeh Centre. Et bien aujourd'hui, avec 15% dans Simandou, 15% dans le Trans-Guinéen et 15% dans les installations portuaires, on nous vend l'idée qu'on aura suffisamment d'argent pour développer l'ensemble du pays. J'ai dit à la jeunesse, faisons très attention. Il ne faut pas que nous soyons influencés par le folklore que nous vivons aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Il y a aussi l'intelligence artificielle qui peut amener à comprendre mieux les enjeux de demain. Le dernier mot, Dr Fayam Imono, à la CEDEAO, à l'Union africaine et à la communauté internationale. La CEDEAO est aujourd'hui menacée de disparition parce que c'est aussi le laxisme des pays de la CEDEAO qui fait que la CEDEAO s'est retrouvée dans la situation actuelle. On se rappelle lorsque Alpha Condé était là, on se rappelle les interpellations qui avaient été faites, mais la CEDEAO s'est comportée comme si, le mal n'arrive qu'aux autres. On a permis les coups d'État constitutionnels de se fabriquer. Et donc, puisque un coup d'État appelle un coup d'État, il y a eu une pluie de coups d'État militaires. Et la façon de réagir face à ces coups d'État, en ne prenant pas en compte la réalité singulière que vivent chaque pays, ça fait qu'aujourd'hui,
la superficie de l'AES est supérieure à celle des autres pays qui restent encore dans la CEDEAO. Donc, la CEDEAO doit profiter de cette occasion pour sortir, n'est-ce pas, de l'état de sommeil dans lequel elle est plongée. C'est aussi l'Union africaine. Je crois que l'Union africaine doit être plus entreprenante qu'elle ne l'est actuellement. Sinon, si ce qui se fait en Guinée, parce que la Guinée, ce n'est pas comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger. Si ces autres pays-là sont confrontés à des questions de sécurité ici, le seul qui est responsable de l'insécurité, c'est le CNRD, c'est le gouvernement. Ce n'est pas le terrorisme, comme au Mali ou au Burkina Faso ou au Niger. Chez nous, en Guinée, c'est l'État qui est en train de terroriser le peuple. Donc, l'Union africaine doit se lever, n'est-ce pas, pour empêcher que cela devienne la règle. Et la communauté internationale, qui, malgré tout ce que nous vivons sur l'échiquier mondial, on sait le conflit avec l'Ukraine et beaucoup de choses qui font que même l'Europe, aujourd'hui, se cherche elle-même. Malgré tout, il y a des choses qui ont de la valeur. Les droits, les libertés ont de la valeur. Sinon, eh bien, la communauté internationale pourrait devenir inaudible lorsque la force va prévaloir, n'est-ce pas, dans les pays comme la Guinée, eh bien, ça va donner des idées à d'autres potentiels autocrates, chose de prendre les destinées de leur pays, et on pourrait donc voir l'Afrique retourner en arrière des dizaines d'années encore. Merci beaucoup, docteur Fayami Nemo. Ça a été toujours un plaisir de vous avoir et puis de vous écouter et comprendre ce que vous vivez à la veille donc des élections présidentielles peut-être ou bien même référendaires dans votre pays. Merci beaucoup et surtout portez-vous bien et prenez grand soin de vous. Hein. Soyez à l'abri, docteur Fayami Nemo, et bon week-end. Merci beaucoup. Merci Jacques. Merci beaucoup.